pour tout le monde. Donc, nous sommes très contents de pouvoir accueillir aujourd'hui Sébastien Vérel pour notre séminaire Health System X mensuel. Donc, je suis très content que Sébastien fasse sa présentation aujourd'hui parce que, en fait, je connais Sébastien déjà depuis assez longtemps. On a fait une école doctorale ensemble à Parme. C'était, je pense, en 2004. Non, ou 2005, je ne sais plus. Mais dans Ouais, ces quelque chose comme eaux-là. ça. Et là, on s'est juste par hasard revu à une école doctorale sur l'optimisation quantique et on a un peu échangé. Et là, on a vu qu'on a pas mal d'intérêts communs, et notamment sur la simulation et l'optimisation. Et donc, oui, je suis très, très content que Sébastien va nous présenter ses travaux sur l'optimisation pour des problèmes basés sur de la simulation. Donc, sa présentation est intitulée Optimization for Simulation-Based Problems. Et donc, Sébastien est aujourd'hui professeur à Calais, à l'Université du Littoral, où il est aussi le directeur du labo LISIC. Et donc, ses intérêts de recherche sont notamment dans les algorithmes évolutionnaires, l'optimisation multi-objective, recherche adaptative des systèmes complexes, et là aussi sur cet échange entre simulation et optimisation. Donc, je suis très content d'avoir Sébastien avec nous et la parole est à toi, Ouais, Sébastien. merci beaucoup, hein. Merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment fait plaisir de pouvoir parler à ce séminaire. Merci en particulier, Jacob, d'avoir retissé, on a pu retisser les liens et puis les améliorer, je pense, aussi. Et ça, c'est très appréciable. Alors, en effet, on a eu des discussions. Je suis à l'Université du Littoral. Alors, vous voyez, derrière moi, il fait super beau, c'est à Calais. Calais, Boulogne, Dunkerque, les grands ports là, du nord, industriels, passagers ou alors relatifs à la pêche. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'activités autour de l'industrie et finalement, c'est un terrain propice pour développer tout un tas d'optimisation, de machine learning, etc. autour des jumeaux numériques et qui sont utilisés un petit peu partout ici, en fait. Donc, voilà, donc ma présentation, bah, je vais vous parler donc de systèmes de mobilité et de systèmes d'énergie nucléaire. Alors, ça a l'air des sujets très, très différents et ça l'est, hein, ce sont des sujets très différents qui ne font pas appel aux mêmes personnes. Mais pourtant, ces domaines font appel à des problèmes de conception, à la conception de systèmes de mobilité. C'est toujours quelque chose qui est en mouvement, qui doit toujours être fait, etc. Et pareil pour le système nucléaire, on le voit bien maintenant avec l'actualité qu'on doit faire changer ces systèmes nucléaires et les améliorer. Donc, il y a de nouvelles utilisations et donc il faut les redesigner. Et ce qu'ils partagent en commun aussi, c'est qu'ils ont des grandeurs inaccessibles à cause du coût ou à cause que ce n'est pas possible de mesurer. Il y a des grandeurs, bah, on ne peut pas changer un carrefour comme ça juste pour voir, pour le plaisir, les conséquences que ça a. Et c'est pareil pour l'énergie nucléaire. On ne peut pas changer un système nucléaire comme ça juste pour le plaisir à moindre coût. Donc, en fait, on a évidemment recours à des maquettes, ce qu'on appelle maintenant des jumeaux numériques, hein, mais l'idée, c'est des maquettes pour résoudre ces problèmes-là. Et du coup, pour un informaticien comme moi, ben, ces problèmes se ressemblent quand même, en fait. Alors, en fait, l'idée, c'est de résoudre des problèmes de conception de systèmes ici. Donc, il y a plusieurs façons de faire, hein. On peut utiliser ben, sa tête, hein, ses capacités cognitives, ses capacités sociales humaines, ça veut dire résoudre des problèmes en groupe. Avec la transmission d'expertise à travers les générations ou partage d'expertise. On sait qu'avec nos capacités cognitives, on est capable d'évaluer les risques, l'incertitude,
diviser en sous-problèmes, d'avoir des raisonnements complexes. Bref, on peut utiliser toutes nos capacités cognitives. Et évidemment, en tant qu'informaticien, je l'utilise aussi beaucoup. On peut utiliser les ordinateurs, qui sont des formidables machines de calcul, avec des capacités de mémoire formidables. Et là, on essaye d'automatiser, profiter des données, exprimer dans les langages formels, profiter de la vitesse des machines, le multi-échelle qu'on peut traiter aussi. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, résoudre des problèmes de conception, c'est vraiment une branche de l'intelligence artificielle, c'est la résolution de problèmes automatiques. Et quand on regarde en intelligence artificielle comment on peut résoudre ces problèmes-là, je divise ici en deux grandes branches. On peut avoir une approche algébrique, c'est-à-dire exprimer un modèle formel algébrique, ou alors on peut avoir une approche qui utilise donc les digital twins. Alors, quand c'est écrit en anglais, je parle aussi un peu en anglais, je suis désolé. Les jumeaux numériques et faire des modèles numériques de ces systèmes et puis essayer de résoudre ces problèmes de conception. Alors, je peux aller un peu plus loin dans la comparaison des approches. Donc, l'approche algébrique là, que j'ai mis à gauche, on exprime un modèle formel. Alors, j'ai mis des exemples, c'est typique des modèles formels qu'on peut avoir. Ici, c'est des équations, des inéquations, etc., avec beaucoup de variables. Bref, on a un modèle formel. Pour concevoir de tels modèles, souvent on agrège des variables. On agrège, on dit, je sais pas, la moyenne 2, etc., etc. On agrège des variables, on essaye de modéliser le bruit, de la demande, des incertitudes. On peut modéliser évidemment les contraintes. Et là, souvent, on fait une résolution du problème offline. On écrit le problème et puis on résout le problème, soit sur des instances réelles, et puis on peut faire même des instances artificielles. Il suffit de générer des nombres aléatoires ou des choses comme ça pour faire des instances artificielles. Là, les outils commerciaux ou existants, il y en a des centaines, mais il y a Ciplex, Gurobi, ou alors plus largement en intelligence artificielle, il y a beaucoup de programmation par contrainte pour résoudre ces problèmes-là. Bon, ça, c'est l'approche algébrique. Et l'approche, je dirais, par simulation, par jumeaux numériques, là, la façon de modéliser est un petit peu différente. On va modéliser à une très faible échelle, à une petite échelle, tous les systèmes. Là, j'ai mis un entrepôt, par exemple. On va dire, je sais pas, on peut modéliser presque la collision entre colis. On va modéliser les interactions assez finement. Et puis, on va utiliser le flot de données qui vient des capteurs pour alimenter un petit peu ces modèles numériques. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut faire du offline, c'est-à-dire où on a les données, on simule et puis on fait du offline. Ou même, on pourrait presque faire du online. C'est au cours de la production, eh bien, on peut mesurer des choses et essayer de faire de l'optimisation online. Alors là, les outils pour faire tout ça, il y a beaucoup d'outils de simulation divers et variés. J'en ai cité quelques-uns. On utilise, c'est ce qui nous a rapprochés avec Jacob, là, MatSim aussi, vous allez voir, ou Devs que mes collègues utilisent. Alors, évidemment, quand on a ces deux approches, je ne vois pas où est mon pointeur, quand on a ces deux approches, évidemment, les approches de résolution après sont un petit peu différentes, et les avantages, les inconvénients aussi des deux approches. Alors, quand on a une approche algébrique, alors ce qui est très, très bien, c'est qu'on peut exploiter le modèle algébrique, on peut exploiter les équations, leurs formes, leur forme, quoi. Et puis, on a un modèle explicite, on voit toutes les variables, on voit comment ça s'écrit, synthétique, souvent ça s'écrit sur une page. Mais la difficulté de l'approche algébrique, c'est que pour concevoir ce modèle-là, il faut quasiment créer un langage, qui est le langage formel des mathématiques ou des langages plus spécifiques qui s'utilisent pour avoir tout ça. Et ça, ce n'est pas évident pour des experts, des fois, d'un domaine, de passer du domaine expert aux équations, au langage formel qui est utilisé. Avec l'approche par jumeaux numériques, alors ce qui est très, très bien, c'est qu'on peut avoir une description très, très fine à très bas niveau. Et c'est ce qu'on voit là aussi, c'est qu'on peut tester des hypothèses facilement et on peut visualiser. Et ça, pour un expert, c'est aussi précieux de pouvoir visualiser. La difficulté de ce genre d'approche, c'est qu'on n'a pas de modèle. Donc, c'est vraiment une boîte noire, c'est-à-dire qu'on a le simulateur, on met des paramètres à l'entrée du simulateur et puis on a la sortie du simulateur, mais on n'a pas du tout de modèle algébrique ou formel de la simulation. Et puis, l'autre problème aussi qui peut se poser, autant qu'un modèle algébrique, ça se calcule en quelques millisecondes,
Et ici, ben, on a des simulateurs, ça peut être coûteux à faire tourner, alors coûteux en temps, hein, évidemment, ça peut prendre plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, même des fois. Puis en énergie, hein, le temps et l'énergie aussi pour faire calculer ces simulateurs, ce n'est pas négligeable non plus. En fait. Bon, alors ces deux approches, hein, je ne les oppose pas, mais c'est pour voir un peu deux façons de penser. Hein. L'une est complémentaire de l'autre, évidemment, on peut alterner l'une et l'autre. Hein. Et en plus, ce qu'on ressent quand on traite des problèmes de conception de systèmes, c'est qu'on a besoin évidemment d'une bonne solution au problème, un bon design, hein, mais aussi on a besoin d'aider l'expert à décider parmi tous les bons designs. Et donc, il faut penser, quand on utilise ces approches-là, à ce qui se passe avant la résolution du problème, c'est-à-dire la modélisation, pendant la résolution du problème et après la résolution du problème avec les experts du domaine. Il faut vraiment penser à tout ça et ça doit guider aussi les approches qu'on peut utiliser. Alors bon, c'est des à grands traits hein, pour situer les approches par jumeaux numériques. Là, maintenant, je vais vous présenter vraiment, je vais prendre l'exemple de deux problèmes que j'ai pu traiter pour vous montrer les approches qu'on a eues. Donc, nous, on a utilisé donc, les approches de jumeaux numériques sur les systèmes de mobilité et sur les systèmes nucléaires. Alors, dans cette partie-là, je vais parler des systèmes de mobilité, mais je vais aussi vous parler de la notion d'importance de variables. En fait. Alors, je restreins un petit peu mon champ à l'optimisation, c'est-à-dire que je m'intéresse aux problèmes d'optimisation autour des systèmes de mobilité et je vais vous présenter la notion de variable d'importance. Alors, c'est un travail que j'ai pu mener avec des collègues, évidemment, hein, au cours d'une thèse de Florian Leprêtre, et puis avec mes collègues Virginie Marion et Cyril Fonlup du LISIC, mais aussi une collaboration avec le Japon, là, qui sont Hernan Aguirre et Kiyoshi Tanaka et Rolando Armas, qui avaient cette expertise-là aussi. Et c'est un travail qu'on a pu mener en collaboration avec une ville, la ville de Calais, où nous sommes, hein, avec Marie Capon, là, qui a fourni l'expertise, disons, sur la connaissance de la ville. Et aussi, c'est une thèse financée par un syndicat mixte ici de la Côte d'Opale. Alors, je sais qu'à distance, je me sens des fois un peu seul. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, j'ai oublié de le dire au début, mais dans le chat ou d'intervenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même dans le chat ou même de vive voix, à me les signaler s'il y a quelque chose qui ne passe pas bien, j'ai oublié de le dire au début. Alors, sur ce problème de mobilité, voilà, ça, c'est la ville de Calais. Donc, on a essayé de représenter la ville de Calais, les véhicules, comment ils circulaient dans la ville de Calais. Et puis, on s'est intéressé à deux problèmes principaux pour cette ville de Calais. Le réglage des feux de signalisation, qui est un problème extrêmement classique, hein, et le positionnement d'arrêt de bus, parce qu'il y avait le projet de faire une voie de bus prioritaire à haut débit, là, comme on fait à Calais, et ils voulaient savoir où potentiellement mettre les arrêts de bus. Donc, on a pu aborder ces deux problématiques-là. Je précise que la ville de Calais, on ne se rend pas bien compte, mais il y a quand même 75 000 habitants. Voilà, c'est plus petit que Paris, hein, mais il y a 75 000 habitants. C'est une zone extrêmement peuplée, en fait, le nord de la France. Et il n'y avait pas forcément d'expertise dans la ville de manipulation de jumeaux numériques ou de simulation par eux-mêmes. Donc, c'était un des premiers travaux qu'on a pu faire avec la ville. Et un des objectifs aussi, c'était de leur montrer la potentialité de ce genre d'approche. Alors évidemment, pour commencer, on n'avait évidemment pas assez de données, comme d'habitude, hein, sur qui circule où, les enquêtes, etc. etc. Donc, pour commencer le travail, on a essayé de se dire, bon, voilà, on va essayer de simuler plein de scénarios possibles et parmi tous, pour essayer de concevoir des algorithmes d'optimisation donc, qui soient robustes à plein de scénarios. Et au moment où on aurait des données plus précises, eh bien, on aurait été à peu près sûr d'avoir un algorithme qui puisse marcher dans plein de situations différentes. D'ailleurs, on a fait ça pour la ville de Calais, mais en parallèle, on a fait ça aussi pour la ville de Quito, en Équateur, où on avait beaucoup moins d'experts sur place et beaucoup moins de connaissances sur la ville, pour montrer un petit peu la robustesse des outils qu'on a développés. Donc là, peu importe, mais on a essayé de faire des trajets domicile-travail, activité, avec plusieurs clusters de population qui compliquent plus ou moins la mobilité dans la ville,
avec un nombre d'agents qui circulent différents et puis un nombre de signaux de feu rouge différents. Bref. Et on a simulé tout ça donc avec MATSIM, hein, le simulateur qui est aussi utilisé apparemment chez vous. Donc voilà, le but, c'était de montrer aux partenaires les potentialités de l'approche et puis aussi de designer des algorithmes robustes, quelles que soient un peu les situations. Alors, le problème de réglage de feu, bon, il y a 33 feux, 33 carrefours à feu à Calais. Malheureusement, ils ne sont pas réglables online, hein. On donne une feuille PDF avec les réglages actuels qui sont censés être dans les feux. Enfin bon, c'est pas du tout... les datas ne sont pas faciles à avoir, en fait. Et puis, on essaye de régler ces 33 feux pour que le temps de trajet des gens soit le plus faible possible. Alors, par carrefour, pour Calais, il y a 4 paramètres entiers à régler, le temps de verre de chaque côté, un déphasage et puis le cycle total du feu rouge, vert. Voilà. Donc, ça fait 33 feux, ça fait quand même 132 variables, il me semble, pour Calais, et puis 70 feux pour Quito, donc, qui est beaucoup plus grande, avec donc 280 variables à régler. Le critère, c'est de minimiser le temps de trajet. Et alors, après quelques astuces, on a réduit le temps de simulation de parcours des gens dans la ville, hein, à 1 minute, en fait. Alors, c'est peu, mais évidemment, pour faire de l'optimisation, ça peut être beaucoup. Quel algorithme on a utilisé pour faire ces optimisations-là? Alors, comme c'est un problème dit black box, où on met les réglages des feux en entrée, et puis à la sortie, on a le temps de parcours des gens, pas de temps de parcours moyen des gens. C'est un problème black box, on n'a pas l'expression. Donc, on a utilisé des algorithmes d'optimisation. Alors, je ne sais pas si je dois les détailler plus que ça, mais je vais au moins en parler. Les algorithmes d'optimisation qu'on a utilisés sont des algorithmes stochastiques de recherche locale qui consistent à, partant d'une solution, à modifier cette solution-là candidate pour essayer de trouver mieux et progressivement améliorer la solution courante. Alors là, c'est une recherche locale ici. Donc, on initialise une solution aléatoirement et puis on répète. On transforme la solution avec quelque chose qui s'appelle, pourquoi pas, la mutation. On change quelques variables aléatoirement. Et si la solution produite est meilleure, elle remplace la solution courante. Vous voyez, c'est assez basique hein, comme solution. C'est un petit peu ce qu'on ferait à la main naturellement. Ou alors des algorithmes qu'on manipule. Donc, beaucoup dans l'équipe où je suis, des algorithmes évolutionnaires qui sont aussi connus pour les algorithmes génétiques, qui, au lieu d'avoir une seule solution, a une population de solutions. Alors, c'est inspiré de la biologie, hein, ces algorithmes-là. Et puis, on sélectionne certaines solutions prometteuses par rapport à leur qualité. On les transforme aussi par mutation et croisement. Alors, c'est des opérateurs imagés, mais ça consiste tout simplement à changer quelques variables aléatoires, de partager des sous-solutions de la population. Et puis, donc, on fait ça aléatoirement. Et puis là, il y a la pression de sélection qui revient où on prend les meilleures solutions possibles de la population découverte pour refaire l'itération suivante de l'algorithme. Et ces algorithmes convergent vers de bonnes solutions en général. Alors, l'algorithme évolutionnaire, c'est ce que mes collègues du Japon avaient utilisé pour résoudre ce problème de feu de signalisation. En fait, ces algorithmes sont bien connus et ce qui est très délicat à régler dans ces algorithmes, c'est la façon de changer les variables, en fait. Selon la façon de changer les variables, vous accélérez la convergence, vous ralentissez la convergence. Ça peut être, surtout quand il y a beaucoup de variables, il faut savoir quelle variable changer, à quelle fréquence, etc. Et ce n'est pas facile à régler. Et c'est souvent ça qui est déterminant pour la qualité de ces algorithmes-là. En fait, la mutation, là, c'est cette opération de changement de variable, ça règle ce qu'on appelle le compromis entre l'exploitation de bonnes solutions voisines qui sont prometteuses et l'exploration de nouveaux designs, de nouvelles variables qui sont peut-être plus loin, mais peut-être moins bonnes. Bon, bref, il faut régler ça. Et donc, la principale question, c'est régler cet opérateur de comment je vais faire changer ces variables. Alors, par chance, en fait, hein, les problèmes réels ne ressemblent pas aux problèmes académiques, aléatoires. Souvent, les problèmes réels qu'on a à résoudre, ils ont une structure.
C'est-à-dire, ce que j'entends par structure, ça veut dire que le problème de réglage des feux dans la ville de Calais, il n'est pas complètement aléatoire. Évidemment, les feux ne sont pas répartis aléatoirement dans la ville. Ils ne marchent pas de façon aléatoire avec un nombre aléatoire de personnes qui passeraient par là. Tout est structuré. Chaque sous-problème n'est pas aléatoire et en plus, le lien entre les sous-problèmes ne sont pas aléatoires. Ça, c'est bien connu de tous les experts. Hein. C'est la première chose qu'ils nous disent. Bon, bah, si vous réglez ce feu-là, ça a plus d'importance que si vous réglez le feu qui est loin du centre-ville, quoi. Alors ça, c'est une chance parce que cette connaissance qu'il y a des variables plus importantes que d'autres, eh bien, souvent, on peut l'exploiter dans les algorithmes. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de définir dans ce travail-là, c'est l'importance des variables, d'essayer de mesurer l'importance des variables. Bon, l'exemple que je vous ai donné, hein, évidemment, c'est évident que les feux du centre-ville sont plus importants à régler où il y a beaucoup de monde que les feux externes. Le problème, c'est comment les détecter. Alors, quand on va voir l'expert, il nous dit, bon, bah, c'est celui-ci, ce feu-là, là, oui, peut-être. Puis on revient une fois, il nous dit, ah oui, mais celui-ci, c'est important parce que quand il est 18 h, des fois, les gens, le samedi, ils vont faire les courses. En bref, il y a une connaissance experte, mais qui est souvent pas facile à formaliser. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de le faire automatiquement, en fait, de détecter les variables importantes du problème automatiquement. Alors, pour ça, en fait, on a utilisé la technique qui consiste à imaginer toutes les solutions possibles au problème sous forme d'un paysage comme ça. C'est-à-dire qu'on on peut imaginer que tous les points de cette surface-là, c'est une solution candidate au problème. Donc, elles sont toutes là, et puis en hauteur, on met la qualité, donc minimiser le temps. Donc, la meilleure solution serait là, en rouge. Et là, il y a des espèces d'optima locaux ici, qui sont moins bons, en fait. Donc, on imagine toutes les solutions candidates au problème comme ça et une relation de voisinage entre les solutions. On dit que deux solutions sont voisines si on modifie une variable, par exemple. C'est assez naturel de faire ça. Et l'idée de représenter le problème d'optimisation comme ça, c'est de se dire, bon, bah, la géométrie de cette surface-là, elle est liée à la difficulté de mon problème. Elle est liée à la performance de mes algorithmes. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de mesurer cette surface-là, qui est évidemment pas en dimension 2, mais en dimension 132, qui est immense. Hein, Mais on essaye de mesurer la géométrie de cette surface-là pour dire, bon, bah voilà, ma géométrie comme ça, donc utiliser tel paramètre de l'algorithme, utiliser tel élément de l'algorithme. C'est ça qu'on essaye de faire. En fait, on essaye de faire ce qu'on fait naturellement. Bah, si le problème est comme ça, alors faites comme ça. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un peu du machine learning pour régler automatiquement l'algorithme d'optimisation. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et pour mesurer l'importance des variables, ce qu'on a fait naturellement, hein, c'est on a mesuré l'importance d'une variable à modifier comme la différence de performance, en fait. Alors, imaginez que vous vous déplacez aléatoirement sur cette surface-là et vous mesurez au cours, là, j'ai mis en abscisse les pas possibles. Bon, là, il y a 50 pas de fait. Et vous mesurez par la simulation le temps de trajet moyen. Alors, si vous mesurez certaines variables, vous voyez très, très bien, là, ça ne se déplace pas beaucoup en courbe bleue. Il y a peu d'impact sur la performance globale. Par contre, certaines variables, quand on les modifie, tac, ça modifie beaucoup le temps de parcours. Donc, on se dit naturellement, bah, ces variables-là qu'on a modifiées, elles sont importantes, et celles qui modifient peu le temps de trajet, elles ne sont pas importantes. Donc, on a défini le degré d'importance d'une variable comme étant la valeur absolue de la différence, positivement ou négativement. Vous voyez, on peut améliorer ou détériorer, etc. Donc, ça paraît très basique hein, comme mesure, très facile à mesurer. Hein. Il suffit de faire des petites marches aléatoires qui modifient quelques fois chaque variable et on mesure l'importance des variables. Alors, ça donne un retour comme ça. C'est-à-dire que là, on a mesuré ce degré d'importance en log, là, et puis on a regardé la distribution d'importance des feux dans la ville. Et on peut même faire des catégories de feux très importants, de feux moyennement importants et de feux pas importants. Et on peut, ben voilà, c'est ce qu'on a représenté sur la carte. Là, en rouge, vous avez les feux dits importants parce qu'ils provoquent de larges modifications. En bleu, des feux peu importants qui correspondent bien aux feux périphériques intuitivement, qui font de petites modifications, et puis les feux jaunes qui font des moyennes modifications. Et en fait, comme ça, on reconstruit quelque part
une connaissance experte du système, ce qui donne confiance aux experts sur ce qu'on fait, parce qu'ils ne comprennent pas toujours à ce qu'on fait, mais quand on leur montre la carte, ça les parle, ça leur parle. Et c'est un petit peu différent de ce qu'ils nous disaient. Donc ça, c'est tout bête, mais ça permet de donner un modèle quelque part du système, d'avoir des variables pertinentes du système grâce à la simulation et aux mesures de ce paysage de fitness. Alors, on ne s'est pas arrêté à, à l'interprétation géographique du truc, c'est qu'on a pu faire un algorithme à partir de cela, en fait. En fait, dans les problèmes d'optimisation combinatoire, surtout structurés, on sait que souvent, il y a des variables qu'on appelle backbone, hein, souvent des problèmes d'optimisation comme MaxStat, dont on sait que les variables doivent avoir une valeur fixée à l'avance. Si on veut des bonnes solutions, on sait que telle variable doit avoir des valeurs connues. Donc, l'hypothèse qu'on a fait pour faire l'opérateur de changement de variable, c'est qu'on a dit qu'il y a certaines variables qui devaient être modifiées en priorité, les plus importantes. Et le but, c'est de les apprendre automatiquement, en fait, les variables importantes. Donc, à partir de notre étude, on a divisé en 3 groupes de variables nos feux, les importants, les moyennement importants et peu importants. Et on a utilisé une technique de machine learning pour savoir quel groupe modifier entre les importantes ou pas les importantes. Alors, l'algorithme est le suivant. En fait, l'algorithme est en dessous, là. Donc, c'est quasiment le même algorithme que tout à l'heure, hein, sauf que au lieu de modifier aléatoirement une variable, eh bien, on sélectionne un groupe de variables avec une technique de machine learning adaptative et on modifie une variable de ce groupe qui a été sélectionné. Alors, pourquoi on ne modifie pas que les variables importantes? C'est ce qu'on peut se dire. En fait, au début de la recherche, on peut se dire qu'il faut modifier beaucoup les variables importantes, mais à la fin de la recherche, on pourrait se dire que c'est le contraire qu'il faut faire. Et on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il faut passer au début et à la fin de la recherche. Donc, au lieu de le faire intuitivement avec des paramètres et tout ça, on a préféré utiliser une technique de machine learning adaptative, qui est le multi-arm bandit. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais le problème modélise le choix d'une machine à sous. On imagine avoir une rangée de machines à sous et qui n'ont pas les mêmes gains potentiels moyens. Et il faut jouer à la machine qui rapporte le plus. Mais on ne le sait pas à l'avance. Donc, le jeu consiste à tester la machine et suivant la récompense qu'on obtient, de décider si on continue de jouer à la machine ou on essaye une autre. C'est un problème très connu de machine learning adaptatif. Il y a eu beaucoup de stratégies proposées, comme vous jouez à la machine qui rapporte le plus, et puis de temps en temps, aléatoirement, vous jouez à une autre machine. Ou alors la stratégie qui s'appelle UCB, la Upper Confidence Band, qui permet d'avoir une stratégie qui converge vers la meilleure machine. En fait, c'est cette formule-là. Vous considérez le gain que vous rapporte la machine, et il y a un terme d'exploration qui on réduit l'exploration en fonction de la certitude du gain, en fait, au fur et à mesure. Donc, on a utilisé cette stratégie-là pour choisir le groupe de variables à changer. Voilà, au lieu que ce soit des machines à sous, c'est des groupes de variables à changer. Alors, quelques résultats. Donc, avec là, en abscisse, le nombre de simulations. Là, c'est l'algorithme qui converge. Alors, c'est tous les algorithmes qui convergent. L'algorithme qu'on a conçu, il est en vert. Vous voyez, là, il y a 10 évaluations, 100 évaluations, 1000 évaluations. Hein, c'est coûteux comme problème. Il n'y a pas beaucoup d'évaluations. On a été un tout petit peu plus loin aussi. Hein. Tous les algorithmes, finalement, si on va jusqu'à, je dirais, des milliers d'évaluations, ils finissent tous par converger à peu près vers de bonnes solutions. Seulement, avec les simulateurs, on n'a pas un temps infini ou ça coûterait plus cher en temps. Donc, on essaye d'accélérer la convergence et c'est exactement ce que fait notre algorithme en vert, là, qui utilise les groupes d'importance et la marche et le choix adaptatif. Ils convergent plus vite. En fait, si on compare vers un algorithme évolutionnaire qu'avait fait en violet nos collègues, ça converge vraiment plus vite. Par rapport à l'algorithme classique en orange, ça converge aussi plus vite. Et aussi, par rapport, étonnamment, si on demande à l'expert, faites-nous 3 groupes de feu, et si on utilise les 3 groupes de feu avec une sélection adaptative, en fait, souvent, ça ne marche pas. En fait, l'intuition, du moins pour le problème d'optimisation, ne suffit pas pour régler, pour accélérer la convergence.
Et en fait, on a mesuré cet algorithme-là sur nos X situations, les 72 scénarios et sur la ville de Quito pour voir la robustesse. Alors ça, c'était un premier travail. Alors, je sais pas si, oui, je vois pas de questions, hein, mais ça, c'était un premier travail sur l'importance des variables pour régler les feux de circulation. Ensuite, avec la ville de Calais, on nous a posé un autre problème, ça a été de régler, de savoir dans la ville où disposer des arrêts de bus. Alors, le tracé était quasiment connu à l'avance, hein, du tracé de bus voie prioritaire. Enfin, c'était une étude qui était faite. Par contre, savoir où s'arrêter. Alors évidemment, on ne peut pas s'arrêter en milieu de rue, donc il y a un nombre, disons, fini de points d'arrêt du bus possible. Et le but, c'est savoir si on s'arrête là, avant, après, etc. Donc c'est un problème finalement booléen, savoir si on ouvre un arrêt de bus ici ou si on ferme un arrêt de bus ici. Et le critère qu'on retient, premier critère, c'est le temps de déplacement des gens. On pourrait retenir d'autres critères, mais là, ça a été notre premier critère. Donc ça, c'est le problème qu'on nous a posé, qu'on a modélisé sous cette forme-là de variables booléennes. Et pour résoudre ce problème-là, c'est toujours en temps de calcul assez important. Donc, on a essayé une autre technique. Alors, on aurait pu utiliser du calcul parallèle pour résoudre ce problème-là, mais je vais vous en parler avec mon système d'énergie nucléaire, là. Ce qu'on a utilisé comme autre technique possible, c'est des modèles surrogate. L'idée du modèle surrogate, en fait, c'est de remplacer le simulateur coûteux en temps de calcul par une fonction approchée, mais qui est rapide à calculer. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser le simulateur, hein, qui prend quelques minutes de simulation, vous remplacez le simulateur par une fonction que vous avez apprise au cours de l'optimisation, mais qui est rapide à calculer, mais malheureusement, évidemment, c'est une approximation du simulateur. Alors, les modèles surrogate, on les rencontre beaucoup en optimisation numérique, où les variables à optimiser sont des variables réelles, hein, qui sont des réels entre 0 et 1, par exemple. Hein. Mais en fait, il y a peu de travaux qui utilisent la spécificité, si j'arrive à le dire, des variables booléennes ou combinatoires où c'est discret, en fait. Là c'est un peu moins étudié comme problème. Enfin, il y a quelques années, maintenant, il y a un peu plus de travaux, justement. Alors, ce qu'on a fait, alors comment on fait? Alors, c'est encore un travail que j'ai mené avec mes collègues du Japon et du LISIC, et puis d'autres collègues, Arnaud Liefog et Billet Derbel de l'Université de Lille, qui ne sont pas très loin. Alors, comment on s'y prend quand on utilise un modèle surrogate en optimisation? C'est toujours à peu près le même schéma. On essaye une solution au début aléatoire ou connue, réputée bonne, j'en sais rien en fait, une bonne solution initiale, et puis on répète toujours cette recherche locale, sauf qu'ici, à chaque fois, on essaye de construire un modèle de la fonction f du simulateur. On construit un modèle, je vais voir les modèles qu'on peut construire. Donc ça, c'est un problème d'apprentissage, hein, on apprend un modèle. Une fois qu'on a le modèle, eh bien, au lieu de faire de la mutation pure, aléatoire, eh bien, on ne s'en prive pas, on utilise le modèle pour me donner une solution meilleure candidate, qui potentiellement est meilleure, et puis celle-ci, on l'évalue vraiment avec le simulateur, on l'ajoute à notre ensemble d'apprentissage, et on répète l'opération tant de fois qu'on a de temps de calcul. Donc, vous voyez, ces modèles surrogate, en fait, ils font appel à l'apprentissage d'un modèle, à l'optimisation d'une fonction d'intérêt sur le modèle, et on itère ce processus-là. Donc, c'est censé aller plus vite, puisque ici, comme on utilise plus de connaissances sur la fonction, quelque part, on peut essayer plus de solutions et s'approcher vers de meilleures solutions de manière plus efficace. Alors, quels modèles sont utilisés ici? Alors, il y en a des tonnes. Hein. En optimisation numérique, le plus connu, c'est les Gaussian process, les modèles gaussiens, les processus gaussiens, mais on peut avoir des polynômes chaos, là, ou des réseaux de neurones, des neural networks, des réseaux RBF, des types, j'ai mis deep étoiles, puisque en ce moment, toutes les méthodes d'apprentissage sont deep, donc tout le monde a essayé son deep forest, son deep neural network pour essayer d'apprendre les données ici. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez comme modèle.
Et ici, ce qu'on optimise, c'est une fonction d'acquisition. Alors, on peut directement optimiser la fonction M qui est donnée par le modèle. On peut optimiser, comme pour certains modèles, on a une mesure de l'incertitude du modèle. Alors ça, c'est précieux. Du coup, on peut optimiser l'expected improvement, c'est-à-dire, je vais expliquer ça juste après, c'est-à-dire là, on a le plus de la meilleure amélioration moyenne. Comme on connaît l'incertitude, on peut parler de moyenne d'amélioration, où la probabilité d'amélioration est la plus grande, ou encore une règle du CB comme tout à l'heure, qui fait appel à la moyenne plus un thème d'erreur. Et en optimisation discrète, on peut utiliser n'importe quel modèle de la même façon, et souvent les modèles sont basés sur des distances discrètes. Là, l'enjeu, finalement, d'apprendre le modèle, ce n'est pas du big data, c'est le contraire du big data, c'est apprendre un modèle efficace avec très peu de données, avec quelques centaines de données, voire moins. Alors, un exemple qui est extrêmement connu de modèle gaussien et d'algorithmes qui utilisent les surrogates, c'est IGO. Alors, je n'ai pas mis la référence, mais c'est un modèle des années 90, si je me souviens bien. IGO, Efficient Global Optimizer, donc qui, lui, utilise un modèle gaussien, c'est-à-dire que la performance d'une solution est donnée par une variable aléatoire qui est une gaussienne avec une moyenne et une covariance qui dépend des solutions X' qui sont dans l'échantillon. Et au lieu d'optimiser, alors comme c'est un modèle gaussien, donc on a la moyenne, mais on a aussi l'erreur, un terme d'erreur. Donc la fonction d'acquisition là dans IGO, c'est l'expected improvement, c'est là la moyenne d'amélioration la plus grande. Alors là, si je donne un exemple, ici, vous avez la fonction vraie en rouge, c'est en une dimension, une tentative de modèle gaussien en vert, et bon, l'erreur étant gris. Et en fait, on va sampler là où ça paraît l'expected improvement est le meilleur, et ça va nous donner des points de sample qu'on voit à droite, pardon. Donc là où on a samplé, on connaît vraiment la mesure, la gaussienne a une moyenne nulle, enfin le standard deviation nulle. Et puis là, il y a une incertitude qui est plus grande parce qu'on est loin des deux points de mesure qui est reprise par rapport à la distance, parce que le noyau gaussien qui est utilisé dépend de la distance aux autres points, donc la plus grande incertitude. Et donc l'expected improvement, quelque part, vaut mieux sampler ici, parce qu'apparemment, on a plus de chances d'améliorer ici si on maximise. Et donc, après, on sample ici, puis ça fait d'autres connaissances, et puis progressivement, l'algorithme converge progressivement. Voilà, ça c'est dans le state of the art, je dirais. Il y a un autre state. Alors, en optimisation combinatoire, les distances en grande dimension sont difficiles. Donc, il y a un petit peu d'autres techniques en optimisation combinatoire, d'autres modèles, je dirais. Alors, en optimisation combinatoire, on a par exemple les chaînes binaires de longueur n, ça va être l'exemple typique que je vais utiliser. L'espace des fonctions est un espace vectoriel. Donc, l'idée de certains qui ont été développés là, à ICML en 2018 de Battista, c'est d'utiliser une base de représentation des fonctions pseudo-booléennes, comme c'est un espace de dimension finie, et de faire de l'estimation bayésienne de ces coefficients dans cette base-là. En fait. Alors, la base qui avait été utilisée, là, c'est une base de produits des bits, tout simplement, la base multilinéaire ici. Et nous, on a proposé une autre base, en fait, d'utiliser une autre base dans nos travaux, qui est la base de Walsh. Alors, la différence entre les deux, elle est minime, mais elle est assez grande en même temps. Quand vous utilisez une base, je vais prendre juste avec dimension 1, avec une seule variable binaire qui vaut 0 ou 1. Et la base qui est utilisée par Box, là, la base multilinéaire, soit elle vaut 0, la variable ici, soit elle vaut 1. Vous allez me dire, c'est très, très simple. Et la base de Walsh, ce n'est pas 0, 1, c'est 1 et moins 1. Alors, la différence est petite, mais quand on regarde les bases de fonctions ici qu'on a là, donc il y a deux, en dimension 1, il y a deux fonctions, la fonction constante qui vaut tout le temps 1 et la fonction qui vaut 0 donc, et 1. Ici, elle vaut 1 et moins 1. Et quand on regarde ces deux bases de fonctions tout à fait possibles, il y en a une qui n'est pas orthogonale et l'autre qui est orthogonale.
Donc, nous, notre hypothèse, c'est de dire, bon, on va utiliser une base orthogonale parce que du coup, ça va être plus facile d'estimer les coefficients sur une base orthogonale parce qu'a priori, ils ont la même échelle de variation. Alors, en dimension 2, ces bases s'étendent par rapport à un classique produit tensoriel des éléments de la base. Et vous avez une base en dimension 1. Donc, nous, on a proposé d'utiliser la base de Walsh à la place de la base multilinéaire comme modèle d'apprentissage. Donc, la base de Walsh, c'est celle-ci. Bon, c'est le produit des variables binaires, -1 produit des variables binaires. En fait, on peut, comme c'est une base, on peut écrire n'importe quelle fonction sur les éléments de la base. Alors, la dimension de la base est 2 puissance n, donc c'est énorme. On peut pas les calculer de manière exacte, malheureusement. Il faudrait énumérer tout l'espace. Mais on peut se dire, par exemple, si on avait une fonction d'ordre 2, comme j'ai écrit là, ça ressemble à ça, une base de Walsh d'ordre 2. Bon, on a un terme constant, on a un terme linéaire, qui est là, sigma i, qui vaut -1 puissance xi, qui vaut +1 ou -1. On a n termes, des termes linéaires, et puis là, on a des termes quadratiques. Puis après, on a des termes cubiques, si on veut, des termes cubiques, etc. etc. Voilà, donc on peut couper le développement, en fait. Et ça a été notre idée, ça a été d'utiliser cette base de Walsh à un ordre donné et d'estimer les coefficients par une régression classique. Alors, l'avantage de cette base-là, c'est qu'on remplace notre modèle numérique qui est black box par un modèle algébrique, je dirais, qui n'est pas black box, parce qu'à la fin, on a quand même une approximation de notre fonction à optimiser, ce qui est extrêmement précieux, qui est facile à interpréter en plus, puisque là, on voit bien les termes linéaires, quadratiques, on voit bien l'interaction entre les variables. En plus, comme c'est une base normée, eh bien, on peut interpréter l'intensité des interactions par le module, la valeur absolue des coefficients. En plus, comme cette base est éminemment somme, c'est une somme de quelque chose, on peut utiliser cette propriété-là pour accélérer les algorithmes d'optimisation qu'on va utiliser dessus. Et en plus, Jacob, on a pu en parler aussi pendant l'école d'informatique quantique. En plus, cette représentation sous forme de base de Walsh, c'est la représentation qui est utilisée dans les ordinateurs quantiques qui sont en train de développer. Donc, c'est un intérêt, c'est qu'on peut en plus espérer que si on transforme nos fonctions de simulateur en fonctions sur la base de Walsh, on peut espérer en plus avoir des super algorithmes, des super ordinateurs qui vont pouvoir nous résoudre ces problèmes-là à venir. Donc, voilà les intérêts présents et potentiels. Peut-être en 2035, on aura des super ordinateurs pour nous résoudre des super problèmes. Et donc, notre idée, ça a été d'utiliser cette base-là, je vous ai dit, à un ordre près. Donc, on a coupé l'ordre et puis on estime les coefficients. On estime les coefficients avec des techniques de machine learning classiques qui sont Lars, Lasso. Oui, parce que en fait, ce développement, il a quand même un inconvénient, c'est que le nombre de termes, il peut augmenter de manière quand même polynomiale. Donc, si on a 100 variables, un modèle quadratique, il a vite fait d'avoir 10 000 variables à estimer. Donc, ça peut être beaucoup. Donc, pour contrer ça, on limite à un petit ordre, souvent quadratique, et en plus, on utilise les techniques sparse de machine learning pour essayer d'estimer des coefficients et en rendre beaucoup de coefficients à zéro. C'est assez classique en machine learning maintenant. Alors, comment on l'utilise? On l'utilise toujours de la même manière dans nos algorithmes d'optimisation. Donc, on construit le modèle de Walsh à chaque itération. On optimise directement le modèle de Walsh qu'on obtient. Ça, avec cette approximation de la fonction, eh bien, on obtient un X' et puis on l'évalue vraiment dans le simulateur. On l'ajoute à notre échantillon et puis on reconstruit un nouveau modèle de Walsh, etc., etc. L'optimisation du modèle de Walsh qui se fait à cette ligne-là, en fait, on utilise des algos extrêmement efficaces pour ce genre de modèle. Je ne vais pas les détailler, mais ils utilisent des propriétés additives du modèle pour calculer extrêmement rapidement des optima locaux et optimiser même, d'avoir de bonnes solutions avec des choses qui s'appellent des partition crossover, des algorithmes évolutionnaires avec des croisements très astucieux
pour couper l'espace de recherche. Enfin, vous voyez, dans cet article-là, ils résolvent des problèmes à des milliers de variables, voire des millions de variables pour ce type de problème-là. Donc, on a utilisé ces algos très efficaces et très rapides. Surtout, c'est ça qui nous intéressait pour optimiser le modèle de Walsh. Alors, qu'est-ce qu'on obtient sur quelques benchmarks académiques? Bon, je ne vais pas vous détailler, hein, mais on a comparé donc, notre algorithme qui utilise la base de Walsh, évidemment, avec des algorithmes qui avaient été utilisés dans XCML. Et a priori, avec la dimension du problème, alors là, on a fait des petites dimensions de problème. Sur les petites dimensions de problème, ce n'est pas forcément là où l'algorithme est très intéressant, mais il n'y a que 10 variables binaires, donc c'est vraiment extrêmement petit. Sur 25, ça commence à être intéressant puisque au bout d'un moment, avec 25, en fait, avec quelques milliers d'évaluations, eh bien, en fait, on fait même plus de la régression, c'est-à-dire qu'on fait quasiment de l'interpolation de modèles. Avec 100 variables, c'est là que ça commence à être vraiment intéressant, où c'est extrêmement plus efficace que les autres sur quelques benchmarks pour mesurer. Et puis, évidemment, on l'a essayé sur d'autres benchmarks plus réputés, plus difficiles, qui sont quadratiques, hein, qui sont ici utilisés dans les machines quantiques, d'ailleurs, au passage. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'en petite dimension, les algorithmes font tous à peu près pareil, et voire les algorithmes state of the art font mieux, ils convergent un tout petit peu plus vite. Mais par contre, dès qu'on passe sur des dimensions plus grandes, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les techniques bayésiennes utilisées pour faire la régression bayésienne, bah, ils sont extrêmement longs et en fait, on n'est pas capable de faire un problème avec de taille 100. La régression bayésienne et l'optimisation ne fonctionnent pas du tout. Par contre, l'algorithme de Walsh, comme c'est une régression quasiment linéaire, converge bien en moyenne dimension, hein, 100 variables binaires, ce n'est pas beaucoup. Voilà, et ça fait mieux que IGO, l'algorithme, un des algorithmes très utilisés. Alors, sur le problème de BuzzStop, malheureusement, on n'a que des petites dimensions. Donc, je dirais que ce n'est pas là qu'on montre que l'algorithme est le meilleur. J'ai passé celui-ci, mais j'ai montré que les résultats sont tangents pour celui-ci, parce qu'à mon avis, on est en petite dimension et on n'a pas pu tester sur des plus grandes dimensions pour la ville de Calais. En fait, il faudrait tester sur des plus grandes villes pour voir vraiment la performance et les temps de simulation. Mais en petite dimension, avec 20, c'est ce qu'on avait constaté sur les benchmarks, on obtient quasiment des performances équivalentes qu'avant, mais ce qu'on espère sur des villes plus grandes et un problème plus complexe, on puisse vraiment accélérer les choses comme on l'a montré sur les benchmarks académiques. Alors, un petit commentaire sur les modèles surrogate. En fait, hein, c'est vraiment… je trouve ça intéressant, en fait, cette combinaison entre à la fois du machine learning, quelque part, de l'apprentissage, mais assez particulier, et la combinaison avec l'optimisation, où on doit utiliser un modèle qui a été appris, sachant qu'il n'est pas parfait, et on doit combiner ça tout du long. Donc, en fait, c'est vraiment, pour faire de bons algorithmes, il faut vraiment gérer le compromis entre la qualité du modèle et son incertitude, ce qu'on n'a pas du tout mesuré avec notre modèle de Loish, l'incertitude, et l'effort d'optimisation. Ça ne sert à rien d'optimiser un modèle qui est grandement faux. Il faut trouver vraiment un compromis entre les deux. Et c'est vraiment ça qui est la clé de ces algorithmes-là pour qu'ils soient performants. Bon, évidemment, il y a des perspectives, mais on peut utiliser ça. Mais le temps passe, donc je vais essayer de passer au dernier exemple que je voudrais vous présenter. Donc, alors, ce travail-là, oui, on le continue évidemment sur la mobilité. Ça a été vraiment un point de départ pour nous, hein. Pour construire d'autres projets. On a un projet à INER en ce moment qui combine mobilité et modélisation de la dispersion de maladies, de la diffusion d'une maladie dans les transports, qu'on fait avec d'autres laboratoires de l'ULCO, enfin de mon université, avec Moskinani et Daniel Devolt et Cyril Fonlup. Et puis, on a trois thèses aussi qui partent sur la mobilité. Ça a vraiment été un booster, hein, ces travaux-là, ces premiers travaux. Ça a plu à beaucoup de gens aussi au LISIC et ça motive beaucoup. Et donc, on a trois thèses qui concernent à différents modèles différentes échelles de modélisation et différentes techniques d'optimisation relatives. Je ne vais pas les détailler, mais si elles ont commencé en octobre 2021. Alors, le dernier chapitre est
peut-être je vais être un peu plus rapide sur les techniques, c'est l'énergie nucléaire. Alors, ça n'a rien à voir avec la mobilité a priori, mais évidemment, on utilise des jumeaux numériques, comme je vous l'ai déjà dit. Et là, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on peut utiliser la troisième voie quand on a des jumeaux numériques. Je vous ai détaillé comment utiliser les jumeaux numériques. Il faut bien choisir les variables à modifier pour aller rapidement vers converger rapidement. On peut utiliser les modèles surrogate pour en plus tirer de l'information du simulateur. Mais le troisième voie aussi, qui est extrêmement classique, c'est utiliser le calcul parallèle. Et là, justement, on a utilisé des techniques de calcul parallèle pour optimiser un système en énergie nucléaire. Alors ça, c'est un travail que je ne fais pas du tout localement, mais avec des gens qui sont proches de chez vous, à mon avis, qui sont au CEA à Saclay, qui sont Jean-Michel Do et Jean-Charles Lepalais, qui sont au CEA. Et en fait, on a eu la chance d'avoir une série de thèses depuis 2014 jusqu'à maintenant, où il y a une autre thèse qui est commencée depuis 1 an et demi avec Baptiste Gasse. Et en 2014, évidemment, le sujet avait eu du mal à se faire financer. Il a fallu ruser pour le financer. Parce que le but, ce n'était pas de faire de l'énergie nucléaire, mais c'était d'introduire les énergies renouvelables, de prendre en considération l'arrivée des énergies renouvelables pour changer les modes de pilotage des centrales nucléaires, en fait. Et donc, en 2014, c'était un petit peu plus délicat de faire passer l'idée. Par contre, je vous assure que maintenant, on a plusieurs financements de thèse possibles sur ce genre de sujet. Alors, l'idée de mes collègues du CEA, vraiment, ça a été eux qui ont été à l'initiative de ça, c'est de se dire, bon, bah voilà, le plan, c'est qu'en 2030, c'est d'introduire des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. Mais les énergies renouvelables, il y en a une partie qui est intermittente dans la production, mais aussi on sait que intermittente dans la consommation. Ça, c'est très, très bien connu. Alors, autant on peut prévoir certaines choses, mais il faut gérer quand même cette intermittence d'une façon ou d'une autre. Alors, soit avec de la flexibilité, c'est les pistes économiques, on paye les gens pour pas consommer de l'électricité, ou alors on leur donne de l'électricité moins chère à certains moments. Ça, c'est la flexibilité que gère RTE. On peut gérer l'électricité sur les réseaux, sur la gestion locale ou plus ou moins globale de l'électricité. On peut gérer avec le stockage, qui est une voie, on stocke dans les parages, ou alors peut-être on va stocker avec de l'hydrogène si on arrive à faire de grosses quantités, ou alors, c'est des trucs qui sont explorés ici aussi à Dunkerque, stockage sous forme d'hydrogène, ou alors avec des batteries localement ou plus globalement. Ça, c'est à venir. Et toutes ces voies sont possibles. Mais nous, ce qu'on a exploré comme piste, c'est de faire varier la puissance produite par les centrales nucléaires. Ce qui est déjà le cas dans une moindre mesure de quelques pourcents, mais de faire varier grandement la production des centrales nucléaires, et donc d'avoir d'autres modes de pilotage des centrales nucléaires. Un exemple pour ça, qui justifie ça, c'est par exemple, là, vous avez la production sur des scénarios Volt, c'est les scénarios qu'on retrouve aussi, qui sont publics, prévus par RTE à l'été 2035, où on a une journée d'été, alors avec la production nucléaire qui est à peu près stable, qu'on arrive déjà à faire baisser, mais varier. Et là, vous avez la production solaire dans le milieu de la journée, la production de vent. Vous avez aussi l'exportation, donc ça, c'est la gestion du réseau. Là aussi, vous avez la gestion du réseau avec le stockage possiblement. Et ici, il y a certaines journées, c'est déjà prévu un petit peu comme ça, où on a beau faire baisser la production nucléaire de manière importante, d'un facteur 2, ici, vous allez en fait avoir de la surconsommation, en fait, de la surproduction d'énergie. Alors là, il faut recracher l'énergie sous forme de chaleur ou par un autre moyen, ou alors ça va créer des tensions sur le réseau et potentiellement être dangereux. Donc ça, c'est des scénarios qui sont prévus et qui vont aller vite, qui vont arriver, qui arrivent de plus en plus. Et donc, il faut anticiper tout ça et trouver des moyens, réussir à faire ça déjà, ce n'est pas évident, et voir réussir à faire plus en fait. Alors, sur quel profil de consommation actuel qui existe déjà, qu'on a essayé de travailler avec mes collègues, c'est un profil classique jour-nuit, parce qu'actuellement, évidemment, on peut faire baisser la production des centrales nucléaires
entre le jour et la nuit. Hein. Le jour, la centrale est à 100% pendant 6 heures ici et voire plus longtemps. Enfin, on a été plus loin, mais au bout de 6 heures, il ne se passe plus rien. Et la nuit, pendant 6 heures, là, pour le coup, on baisse la production de minuit à 6 heures du matin. La production baisse. Et là, on a jusqu'à 30%, on a pris le minimum possible quasiment. Et là, on a pris la plus grande variabilité qu'on peut faire, c'est de 5% de puissance nominale par minute. Donc, on peut baisser de 100% jusqu'à 30% en un quart d'heure, quelque chose comme ça. Et ça, c'est ce qu'on peut faire actuellement avec les consignes de sécurité dans les centrales. Évidemment, EDF fait moins vite que ça pour ménager les outils, quoi. On s'est dit, bon, voilà, on va au plus qu'on peut faire et on va essayer d'améliorer le comportement de la centrale nucléaire dans ce scénario qui est possible actuellement, mais très pénalisant. Alors, mes collègues sont des physiciens, donc ils modélisent. Hein, il y a un vrai défi de modéliser tout cet ensemble. La modélisation du cœur nucléaire avec leurs outils Apollo 3, mais aussi la modélisation du primaire et du secondaire de la centrale nucléaire, de modéliser tout ça. Et ils ont aussi modélisé la façon de piloter le cœur. Hein. Pour faire cette baisse, c'est des humains qui le font. Hein. On baisse avec des barres de contrôle sur lesquelles je vais revenir. On met de la concentration, on met du bore dans la cuve où il y a le flux neutronique. Et ils ont modélisé tout ça. Et c'est un vrai défi à faire tout ça de manière crédible par rapport à ce qu'on cherchait à observer. Et la simulation de tout ça, au fur et à mesure des années, on a réussi à avoir 10 minutes de simulation pour simuler ça, le mode 6 heures, 6 heures là, qu'on a prévu ici. 10 minutes de simulation. Et bon, c'est de la physique. Alors, d'un point de vue optimisation, on a modélisé donc cette centrale nucléaire. Je ne sais pas si vous savez à peu près comment ça marche, mais en gros, là, il y a le cœur nucléaire avec des barres de contrôle qu'on introduit pour contrôler le flux neutronique. Le bord dont je vous ai parlé ici, et on peut introduire ça et ça fait ça gère le flux neutronique dans le primaire, qui libère de la chaleur dans le secondaire et ça fait tourner une turbine et tout ça. Donc les barres de contrôle qu'on connaît bien, elles marchent par grappe. Et en fait, il y a des paramètres de contrôle, elles s'insèrent les unes après les autres. Donc, on peut avoir un nombre de steps après les unes, après l'une s'enfonce, l'autre s'enfonce après un certain nombre de steps, leur vitesse. Et il y a d'autres critères de contrôle qui interviennent. Donc, il y a 8 paramètres discrets à régler. Ça fait un espace de recherche de 10 puissance 12 fois 10 minutes de simulation. On ne peut pas tout tester, quoi. Alors, on a repris exactement la même démarche que je vous ai présentée avant, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir parmi ces 8 variables, donc il y a 8 variables discrètes, lesquelles sont importantes et lesquelles ne sont pas importantes. Alors, exactement la même technique qu'avant, on a fait des marches aléatoires avec le simulateur et puis on a regardé la variation de chaque critère. Alors, les critères, je ne vais pas détailler parce que j'ai peu de temps, mais les critères, il y en a plein de critères possibles à optimiser. On a minimisé 2 critères, ce qui nous a permis de savoir la marche aléatoire, puisqu'on a regardé si certains critères étaient corrélés. Ça, c'était un bonus aussi, c'est qu'on a pu voir que les 7 critères initiaux qui avaient été proposés, en fait, il y en a plein qui sont corrélés, donc on a retenu 2 critères. Et on a mesuré l'importance des variables exactement comme avant. Et surprise, au début, c'était une surprise. On a constaté que 2 variables, c'est des échelles log, 2 variables qui s'appellent VN1, VN2, en fait, n'avaient aucune importance sur le critère final, sur les 2 critères finaux qu'on a mis. Donc ça, au début, ils étaient un petit peu surpris parce que quelqu'un qui passe des années à designer un système avec plein de paramètres, il se dit toujours que tout est important. C'est un peu humain, et nous aussi, quand on design des algos. Mais en fait, quand on regarde, il y a des paramètres qui ne sont pas importants. Donc finalement, au lieu d'avoir 6 variables, on a réduit l'espace de recherche à 6 variables au lieu de 8, en fait, par une technique très simple. Donc après, on a utilisé des algorithmes là biobjectifs parce qu'on avait 2 critères à minimiser. Le premier, 2 critères qui sont la stabilité énergétique dans la cuve et le volume d'effluent
qu'on injecte, qui est un polluant qu'il faut retraiter, le volume de bore qu'on injecte pour contrôler le flux neutronique, on essaye de le réduire pour ne pas produire des polluants en fait. Et la stabilité énergétique, c'est la différence de température entre le haut et le bas du cœur nucléaire qui doit être réglée au dixième de degré près. Donc, on fait de l'optimisation multi-objectif. Ça consiste à dire, on n'a pas d'a priori sur ce qu'il faut minimiser le plus. On essaye de trouver les meilleures solutions. Là, c'est l'espace objectif. On essaye de trouver les meilleures solutions qui sont telles qu'il n'y a pas d'autres solutions qui soient à la fois meilleures selon les deux critères en même temps. C'est le front de Pareto. Donc, on essaye de trouver ces points rouges parmi tous ceux-ci. C'est ceux qui sont le plus bas à gauche, si je résume. Bref, tel qu'il n'y a aucune solution qui soit meilleure selon les deux critères en même temps. Ça, c'est une démarche d'aide à la décision. Alors, comme je vais écourter, je vais simplement vous dire qu'on a utilisé un algorithme qui s'appelle MOEAD, qui consiste à diviser le problème multi-objectif en problèmes mono-objectifs. On définit des directions de recherche. On définit plein de directions de recherche, lambda 1, lambda 2, tout ça. La direction de recherche lambda 1 correspond à minimiser F2. La dernière direction de recherche consiste à minimiser F1. Et entre deux, vous avez tous les compromis possibles entre F1 et F2. Mais contrairement à l'habitude, on ne le fait pas indépendamment, mais on le fait de manière coordonnée. C'est-à-dire que quand on minimise une direction de recherche, on va voir si la solution qu'on a trouvée ici ne minimise pas les problèmes proches, ici, qu'on appelle les problèmes voisins, qui sont proches ici. Parce que si ça varie peu, du coup, on se dit, s'il y a une bonne solution ici, peut-être elle est bonne pour un problème qui est similaire, en fait. Et ça accélère. Vous voyez, on décompose pour paralléliser quelque part et on fait coopérer les directions de recherche, qui permet de gagner du temps et pas essayer plein de fois les mêmes solutions. C'est un algorithme à base de décomposition. Donc voilà l'algorithme. Je ne vous détaille pas trop, mais son principe, c'est celui-ci. Alors, comment on a fait ça? On a utilisé du coup les moyens de calcul nationaux, là, du TGCC Agency, qui sont aussi à côté de chez vous. On a utilisé, presque de base avec 1000 cœurs de calcul qu'on pouvait utiliser pendant 24 heures. Ça, c'était un peu à notre disposition. On a des millions d'heures de calcul qu'on avait à disposition. Et en plus, au fur et à mesure des années, on n'a pas voulu simuler un cycle, mais 4 cycles suivant l'état du combustible. Donc, on a maintenant 40 minutes de simulation. Donc, on a utilisé vraiment des simulations relativement lourdes, donc du calcul parallèle. Mais on n'a pas fait que du calcul parallèle. On a aussi utilisé les modèles surrogate, c'est-à-dire ce que je vous ai présenté aussi avant. Alors, ça n'était pas le modèle de Walsh, parce qu'on ne pouvait pas l'utiliser dans ce cas-là, mais des modèles surrogate aussi. On a essayé de combiner tout ça dans un algorithme master-slave de cette façon-là, qui est relativement simple, mais master-slave asynchrone, c'est-à-dire qu'au cours de l'algorithme, on essaye une solution prometteuse, on l'envoie sur un slave qui va simuler, qui va faire tourner les simulations. Et c'est asynchrone, on n'attend pas sa réponse. On attend qu'un des slaves a une réponse, a fini son calcul, il nous donne sa réponse. On met à jour tout ce qu'on peut mettre à jour, c'est-à-dire la meilleure solution connue pour la direction et les meilleures solutions connues pour les directions dites voisines, les voisins proches. Hop, on met à jour tout ça sur le master. On régénère une solution aléatoirement et on renvoie sur un des nœuds slave qui se libère. C'est très simple comme architecture, mais avec les 1000 cœurs de calcul et le temps de simulation, en fait, c'est relativement efficace puisqu'on peut gérer ça très, très facilement sous forme master-slave sans perdre de puissance de calcul, enfin, sans perdre de temps de communication. Auquel cas, on a ajouté une partie surrogate. En fait, au lieu de faire de la mutation aléatoire, on a fait comme tout à l'heure. On a dit, on peut utiliser le surrogate, c'est-à-dire au lieu de faire de la mutation aléatoire, on va utiliser le modèle surrogate qu'on apprend itérativement tout au long de l'algorithme. Et on a pris un modèle surrogate facile à apprendre qui s'appelle Random Forest aussi, qui est rapide à apprendre. Alors, la petite subtilité par rapport à ce qu'on a fait au début, c'est ça qui fait la différence, c'est que le modèle surrogate, au début, il n'est pas bon.
il nous donne de fausses informations. Donc, on a au début attendu, on a fait de la mutation aléatoire parce que c'était mieux de faire de la recherche aléatoire que d'utiliser un surrogate qui nous guidait dans une mauvaise direction, avec un paramètre où on dit, bon, bah, tant que la qualité du modèle n'est pas assez bon, on utilise la mutation aléatoire. Et au bout d'un certain temps, on utilise, quand la qualité du modèle surrogate est assez bon, on utilise le modèle surrogate. Alors, c'est des petites variations, hein, mais qui permettent d'améliorer grandement les algorithmes. Je vous rappelle que c'est des situations qu'on ne peut pas designer des algorithmes en testant des milliers de centaines, des milliers de combinaisons d'algorithmes. On essaye d'être fin et de très, très vite avoir un algorithme performant parce qu'on ne peut pas le tester des milliards de combinaisons d'algorithmes. Voilà, alors, juste, je termine par ça avec ce dernier slide pour vous montrer les résultats qu'on obtient. Hein. Je ne vais pas vous détailler les différentes situations, mais ici, là, c'est la stabilité du cœur. Et en rouge ici, quasiment à 0,0, là, c'est le point qui est en fonctionnement dans les centrales nucléaires actuellement. Les 8 valeurs de paramètres qui sont actuellement dans les centrales nucléaires. Et on cherche à minimiser. Et là, c'est en 0 parce que c'est des solutions aléatoires, en fait. Hein. Et là, c'est en nombre de sigma, c'est en nombre de combien de sigma on arrive à améliorer le système actuel. Et ça, c'est le volume d'effluent aussi qu'on arrive à minimiser. Alors ça, c'est différentes tentatives. Et en noir, c'est là les solutions qu'on arrive à obtenir par cet algorithme multi-objectif. Donc, on arrive a priori à augmenter grandement les critères dans un fonctionnement difficile des centrales nucléaires. Alors, vous voyez, là, on continue. On a une surface de solution. Et en fait, on pourrait se dire, bon, bah, alors, on vous donne les 8 valeurs de paramètres et vous faites une étude approfondie de ces 8 valeurs de paramètres pour potentiellement les mettre dans les centrales. Alors ça serait très bien, mais en fait, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce n'est pas les valeurs des paramètres. Moi, je suis toujours très surpris. Ils font plutôt une analyse, en fait. Ils ont remarqué, ah, mais là, ça fait des groupes, on va regarder ce que ça donne. Et ils reviennent à l'aide à la décision initiale. Ils regardent les groupes de solutions, ici, qu'on a clusterisés facilement à la main, hein, et ils regardent les valeurs des paramètres que ça donne. Et ça leur donne confiance déjà aux résultats trouvés par l'algorithme, parce qu'ils comprennent pourquoi l'algorithme a convergé vers telle solution. Et en plus, ça leur donne des idées de conception, en fait. Et donc, de complexifier aussi potentiellement les modes de pilotage après. Donc, on voit que suivant les groupes de solutions, bah, en fait, il faut introduire les barres plus ou moins rapidement. C'est des stratégies auxquelles on n'avait pas pensé dans les années 70-80 quand ça avait été conçu. Bon, bref, je parle vite peut-être et je vais m'arrêter là. Je vais peut-être vous dire trop de choses. En tout cas, ça vous montre ce qu'on a pu réaliser modestement avec nos simulateurs et les 3 pistes que je pense principales pour faire face à de l'optimisation et des problèmes de conception avec des simulateurs. Hein. C'est le défi de bien choisir les variables avec la mesure d'importance des variables qui permet d'accélérer, d'utilisation potentielle de modèles surrogate et enfin du calcul parallèle. Mais là, encore avec le calcul parallèle, il faut bien gérer l'équilibre entre le master, le slave et les informations qu'on arrive à la qualité des informations du modèle surrogate qu'on arrive à récolter pour faire de bonnes prédictions. Vous voyez bien qu'on utilise des fois des paramètres, des choses comme ça. Hein. Vraiment, c'est des voies actuelles, c'est de combiner des techniques de machine learning adaptative, offline, d'apprentissage supervisé, etc., pour améliorer tous ces algorithmes-là et encore les améliorer pour qu'ils soient encore plus robustes suivant les situations, que tout le monde puisse les utiliser. Voilà, merci. J'ai oublié de mettre les références, mais je pourrais les ajouter aussi à la fin des slides. Les slides qui sont… Ah oui, j'aurais pu vous les donner. Je crois qu'ils seront disponibles et j'avais prévu de les mettre dans le chat. Voilà, à la fin, j'ai oublié. Voilà, merci de votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long ou trop court. Ou je ne sais pas, j'ai du mal à me rendre compte quand je ne vois pas les personnes. On va mettre les vidéos alors pour ne pas te laisser tout seul, Sébastien. Oui, bah, je vous êtes là, je sais bien, mais C'est vrai que c'est pas simple. j'ai plus de mal à gérer le temps quand je vois mal les personnes ou les réactions. Merci beaucoup, Sébastien, pour la présentation.
Je vois déjà des commentaires dans le chat. Ok, ça, c'est pas encore une question. Est-ce qu'il y a des questions Ouais, moi j'ai une question, Oui, alors très candide, hein, parce que je ne suis pas assez calé là pour rentrer dans le détail de ce que tu as présenté. C'était juste pour être sûr de bien avoir compris dans un problème d'optimisation multicritère oui, que tu as présenté là il y a pas longtemps. oui, On est d'accord que là, tu as représenté finalement, il y a deux fonctions objectives, F1, F2, voilà. mais est-ce que tu peux continuer à décomposer comme ça si finalement tu en as plusieurs? Parce qu'on a eu des cas à gérer où en fin de compte, des fonctions objectives, il y en avait plus que de deux. Il y en Ouais, avait exactement. Ouais, ouais. 6, 7, et on est en multidimension, ce qui fait qu'en fait, on peut pas, enfin, de mon point de vue un peu candide, on ne peut pas décomposer comme ça pour trouver le front de Pareto en Alors, décomposant. Est-ce que en fait, ce qu'on a eu fait, c'est qu'on a fait une fonction d'aide, on a fait une plateforme d'aide à la décision oui, qui représente un parallèle coordinates avec l'ensemble des voilà, critères. Ça exactement. pouvait Ouais. aller jusqu'à, je ne sais pas si Jean-Patrick est là, mais ça pouvait aller jusqu'à 180 ou 200 critères, hein. Donc, Oui. c'était sur Alors, l'optimisation du modèle de crash de la Renault Talisman. Et on avait, je ne sais plus, 6 ou 7 fonctions objectives. Et oui, finalement, si tu veux, chaque responsable de fonction objective, dans ce cas d'usage-là, ils se retrouvaient tous autour d'un dashboard dans lequel il y avait un parallèle coordinates, comme tu as présenté en bas, voilà, exactement. Ouais. avec les fonctions objectives. Et finalement, chacun, il y avait une espèce de consensus. Donc, ce que je trouverais intéressant, ce qu'on n'a pas fait nous, c'est l'aspect un peu modéliser la connaissance C'est super important ce de que, enfin, chaque expert, tu vois, pour arriver à trouver ce consensus par apprentissage finalement, ou par ouais, ouais. opération, j'en sais rien, mais Alors, c'est très très juste, hein. Enfin, c'est exactement les. Enfin, je pense qu'on se retrouve tous toujours ouais, au ouais, début sur les mêmes problématiques, hein. Alors, en optimisation, on distingue en général multi-objectifs avec deux ou trois objectifs, de many-objectifs où il y a plein d'objectifs. ouais, Et ce n'est pas du tout les mêmes algorithmes parce que dans un cas, le problème, c'est de converger vers le front de Pareto. Et quand on multiplie le nombre d'objectifs, en fait, même une recherche aléatoire, finalement, ça trouve des bonnes solutions, en fait, ouais, ouais. quasiment. Donc, c'est bien Ah oui, diversifié. tu peux faire du Monte Carlo. Ouais. Ouais, ouais, c'est extrêmement surprenant, hein, dans haute dimension. Donc, alors, dans ce problème-là, il s'est posé exactement le même problème que vous avez eu. Par exemple, là, j'ai passé très vite parce que je ne voulais pas vous embêter, mais il y a eu 7 objectifs et potentiellement, Hmm. plus on rassemblait d'experts, au début, il y avait 10 ou 12 objectifs et il Ouais, aurait fallu simuler des tonnes de trucs pour ouais, les ouais. mesurer. Au bout d'un moment, on ne s'en sort pas. Et alors, c'était une volonté, hein, c'était les premiers travaux en 2014, donc vous voulez vraiment aboutir quelque chose, de réduire le nombre d'objectifs. Et tout Hmm. simplement, ce que je leur ai proposé pour les mettre, c'est de faire ces fameuses marges aléatoires et de mesurer la corrélation entre les objectifs. Oui, ok, ok. Hmm. C'était vraiment très basique, hein, c'est vraiment une étude. Oui, Enfin, oui. Ouais, et c'est en comme fait, si très très vite, c'était le enfin, front de Pareto deux par deux, en fait, presque, quelque part. voilà, là, on voit la matrice là qu'on a obtenue ici, et c'est de leur montrer, bah oui, mais ton objectif que tu nous dis, en fait, il est corrélé à 0,83 avec Hmm. l'autre objectif. Hmm. Alors, est-ce que au cours de l'optimisation, est-ce que c'est intéressant de l'utiliser? En fait, peut-être pas. Peut-être pas, ouais, Mais a finalement. posteriori, on peut l'étudier. Mais pendant l'optimisation, puisque celui-ci, il est corrélé, en gros, il y en a un qui est corrélé quasiment à tous positivement, Hmm, l'autre qui est hmm, corrélé négativement, mais hmm. c'est pareil à l'autre. On s'est dit, bon, bah, deux, ça devrait être suffisant. Ouais. Et après, a posteriori, évidemment, on peut tous les énumérer, voire en mesurer d'autres, etc. Mais dans la recherche, on a réduit, c'était une volonté de ma part, de réduire à deux ou trois objectifs. Donc, Là, on quelque part, parle tu en prends de deux dans la diagonale, là, enfin, un dans les rouges et un dans les verts, quoi. voilà, en gros, on réduit à deux objectifs, Enfin, deux qui s'opposent, en fait. Deux qui deux s'opposent. qui s'opposent, Deux voilà, qui s'opposent. exactement, deux qui étaient vraiment différents. Hmm. Et je n'ai pas dessiné les fronts de Pareto, mais on a aussi représenté les fronts de Pareto pour montrer bah, le nuage de points de solutions complètement aléatoires. Il se Hmm. répartit comme ça, et vraiment cet objectif est antagoniste à l'autre. Donc là, on doit les considérer. Hmm. Hmm. Ok, ok. Ouais. 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 Et c'était une solution qu'on a adoptée, je dis pas. Et là, c'est des discussions entre Non, experts. non, mais effectivement, c'est ce qu'on a représenté aussi de mémoire dans la plateforme qu'on Ce qu'il appelle faut Détail. Chez nous, distinguer, on je a pense, représenté ça. c'est vraiment le processus de décision et le processus d'optimisation. Hmm. On n'est Hmm. pas obligé de considérer le même nombre d'objectifs quand on optimise que quand on décide, en Que fait. quand on décide, effectivement. Ouais. Et quand même, de montrer qu'ils ont imaginé d'autres, hein, et qu'on pourrait d'ailleurs, qu'on introduit d'ailleurs actuellement. Hein, et finalement, à chaque fois, ils se disent, celui-ci, finalement, du point de vue optimisation, il est souvent très, très corrélé. Hmm. Hmm. Ok, ok.
Mais alors, sinon, on peut considérer plein d'objectifs et presque, c'est une autre façon de faire, en fait. C'est une autre façon de converger, d'échantillonner. Voilà. Ok, merci, très clair. C'était comme ça qu'on avait fait. Hein. C'est pas... Très intéressant. Merci pour la présentation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi peut-être j'ai une question. Oui, merci. Donc, merci, c'était très intéressant. Donc, la partie sur l'optimisation des modèles avec les variables binaires. Oui. Là, je pense donc le simulateur était déterministique. Donc, oui. est-ce qu'il y a des généralisations pour des cas où on a des simulateurs stochastiques, par exemple? Donc, comment traiter ces problèmes avec… Alors, si c'est stochastique, ouais, alors il faut en fait, il y a possibilité. Alors, quelque part, c'est ce qu'ils avaient fait. On pourrait faire une estimation bayésienne des coefficients ici, comme ils avaient fait Box, la méthode d'avant, où au lieu d'avoir le coefficient, on pourrait avoir la probabilité d'avoir le coefficient avec une valeur moyenne et un écart type autour. Quoi. Pourquoi pas quoi. Ça, on peut considérer l'erreur de cette manière-là. Sinon, considérer une famille de fonctions, comme on fait quelque part dans Random Forest, hein, on utilise plusieurs régresseurs, puis avoir la variance comme ça. Quoi. Mais ce n'est pas de solution miracle là-dedans. En gros, quand il y a de la certitude comme ça, c'est de mettre au lieu, nous, on a dit le coefficient, il est déterministe, hein, de mettre le coefficient vérifie une loi gaussienne, pourquoi pas, avec un écart type, et puis on estime les paramètres de cette loi gaussienne avec l'écart type au mieux. Je vois ça, en fait. Enfin, après, il faut utiliser les techniques machine learning. Mais on ne l'a pas fait, là, en effet. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être possible, quoi, finalement. Et après, il faut l'utiliser dans l'algo d'optimisation. C'est ça qui est pas évident. Je ne sais pas si c'était exactement ça la question. Enfin, Oui. Comme on a parlé un peu aussi sur Maxime la dernière fois, etc. Donc, je pense que ça serait intéressant. Parce que je pense que si on voulait faire le même avec Maxime, c'était un peu plus compliqué parce qu'on aurait de la variation dans l'output sur l'objectif. Ouais. Alors, l'autre moyen, c'est simplement de rajouter un terme de bruit. Hein, ça serait plus facile. Quoi, hein. Là, beaucoup plus classique. Un terme plus une loi variable avec certains paramètres qu'on pourrait estimer aussi, pourquoi pas. Au lieu de mettre l'erreur sur les paramètres ici, de mettre l'erreur sur une composante complètement indépendante, si c'est un bruit additif, multiplicatif, et estimer les paramètres qui génèrent ce bruit. Pourquoi pas aussi, hein. C'est aussi soit on met les bruits sur les paramètres, soit on met les bruits sur une variable supposée, ou alors, plus osé, moi, des fois, on pourrait mettre les bruits sur les variables binaires. Et mettre des paramètres sur ce bruit de variable binaire parce qu'on n'arrive pas à bien mesurer, je ne sais pas quoi, dans la réalité, le nombre de voitures qui passent. Je sais pas quoi. C'est différent de notre introduction d'avoir le bruit, puis après on minimise les choses. Quoi. Mais c'est des choses qu'on va aborder avec le doctorant, j'espère, dans quelques temps, qui est ici. Très bien. Pas d'autres questions? Les participants. D'autres questions? C'est pas obligé. Hein. Je sais que c'est toujours compliqué, les questions comme ça. Ah, il y a une erreur sur le petit sigma. Ah oui, oui, c'est vrai. Moi, j'en ai vu en passage des égal 1, des trucs comme ça m'énerve. Bonjour. Enfin, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, merci. Oui, Je ne vois pas très bien qui parle. Mais enfin, merci pour la présentation. Attendez, je vais mettre la caméra, puisque enfin, bon, c'est compliqué. Il faut des autorisations. Puis, c'est d'un côté, moi de l'autre. Oui. Alors, oui, je suis là. Et en fait, moi, je me demandais sur les modèles que vous avez présentés. Enfin, je ne connais pas trop les modèles Figurette. Mais en fait, la question qui me venait à l'esprit assez rapidement, c'était la dépendance par rapport au temps. Sachant que, en fait, dans la centrale nucléaire, la température, tout ça
ça varie vachement. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça tient compte de ça? Alors, il y a vraiment une question de. Vous avez raison, hein, dans le modèle surrogate, c'est pas c'est pas non plus la panacée. Il faut, en effet, il y a le temps de calcul du modèle surrogate. Il ne faut pas que le temps de calcul du modèle surrogate soit plus long que le temps de simulation. Sinon, ça sert absolument à rien. Et ça peut arriver plus vite qu'on ne pense. Alors là, dans les centrales nucléaires, en fait, je n'ai pas expliqué plus en long, en large bah, ce qui se passe dans la centrale nucléaire. Plus de temps. Mais en fait, moi, j'ai eu les mêmes réactions que vous en 2014 quand je commençais. Mais comment on va faire pour contrôler une centrale nucléaire? Et en fait, heureusement, la plupart du temps, il y a un contrôle automatique de la centrale nucléaire. Oui, c'est-à-dire que on met des vitesses de barre. C'est des paramètres qui sont mis. On met des vitesses de barre. On met des différences de hauteur. Et en fait, hop, on met ces paramètres-là. Et après, la centrale nucléaire, heureusement, fonctionne de manière automatique et se régule automatiquement la chaleur avec des boucles de contrôle qui marchent dans les marges de sécurité, etc. Donc, on n'est pas dans du contrôle online nucléaire et je dois optimiser pendant que la centrale bouge, quoi. On met c'est comme un programme, en fait. Hein. On met des nombres qui sont le programme de mouvement qui paramétrise le mouvement des barres. Et après, paf, il y a des boucles de contrôle automatique et des humains aussi qui bougent les barres, hein, qui décident de bouger les barres d'une certaine manière, et tout ça se régule. Donc, heureusement, on n'est pas online. Mais au début, j'ai eu exactement le même. C'est bien parce que j'ai eu exactement le même souci au début de comprendre, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dedans? Je n'ai jamais y arrivé de faire de l'optimisation. Mais non, c'est un programme. On fait tourner le simulateur et puis il y a un transitoire qui se passe comme ça. Et on regarde à la fin de la simulation combien l'opérateur a mis de bords pour contrôler le flux neutronique et combien les barres ont bougé et donc la température entre le haut et le bas, parce que quand elle bouge, ça crée des différences de température. Donc ça use les gaines, ça use tout à l'intérieur. Et il y a des crédits là-dessus de sécurité. Et donc, il faut minimiser ce nombre de mouvements et ce nombre de différences de température, en fait. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas direct. En fait, bon, moi, je t'avoue que, je vous avoue que je suis discipliné automaticien, donc c'est un peu ça qui. Voilà. En fait, puisque c'est tellement. Puisqu'en fait, même lorsqu'on regarde le cycle, en fait, moi, je disais, en fait, les paramètres qu'on cherche, il se peut en fait que elle varie en fonction du temps. Et même, peut-être même, ça dépend dans quel cycle on se situe. Ce n'est pas la même chose lorsque c'est régime maximal ou régime minimal. Je pense que les cycles de temps ne sont pas les mêmes. Ouais. C'est pas les mêmes. Ouais. On ne peut pas changer. En tout cas, les paramètres qu'on contrôle ici, on ne peut pas les changer au cours du temps. Même si ce serait une bonne idée, on ne peut pas les changer. Déjà, les changer une fois, ça demande des procédures de sécurité énormes. On ne peut pas les changer au cours du temps. Alors, peut-être que dans les nouvelles centrales EPR, il y a d'autres modes de contrôle. Hein. Il y a peut-être ces vitesses de barre qui sont auto-contrôle aussi. Il y a des boucles de contrôle peut-être sur ces vitesses de barre. Mais déjà, c'est un programme. Enfin, le boucle de température, quand la différence de température est inférieure à une certaine plage, ça ne bouge pas. Et puis après, ça bouge linéairement. Et puis après, ça bouge. Les vitesses bougent. Enfin, il y a des programmes de boucles d'autorégulation comme ça qui ont été faits grâce certainement à des gens comme vous. Ah, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ouais. Et alors, ce n'est pas tout automatique. Hein. Il y a aussi, quand on demande à un opérateur de faire ces baisses de charge, là, il supervise les paramètres. Il a certaines mesures et il supervise la façon de descendre avec un diagramme qui lui permet, un diagramme de pilotage. Et les mesures qu'on fait ici, c'est ces variables sur le diagramme de pilotage qu'ils ont pour gérer. Et on a essayé de faire des choses là-dessus, d'automatiser le truc. Ils mettent déjà en place en Suisse. Merci pour la réponse. Oui, merci pour votre question. C'est des sujets extrêmement actuels, ce genre de choses. Et beaucoup de secrets industriels. Et le CEA n'a pas toujours les infos. Oui, on voit aussi ce genre de l'utilisation de problèmes surrogate ou autres
On peut le voir, par exemple, aussi dans des crash tests ou dans des choses comme ça, dans plein de problèmes avec des simulations qui sont très longues. Ouais, historiquement, c'est ça, hein, surtout qui a été utilisé. Hein. Le HIGO, là, c'est les problèmes d'exploration pétrolière, de savoir où forer pour trouver Enfin, le HIGO, l'algorithme que je vous ai présenté, hein, c'est problème d'exploration de forage et puis, en effet, d'exploration de paramètres pour savoir le comportement de simulateurs. Enfin, je ne sais plus où il est. Enfin, bref, je vais arrêter de passer mes slides. Même si on aimerait bien encore continuer de discuter, on est arrivé plus ou moins à la fin de notre séminaire, donc il est presque 15h30. Donc, s'il n'y a plus de questions imminentes à poser maintenant, je pense que Sébastien est aussi content de des échanges par mail ou par d'autres moyens. Donc, nous, avec Sébastien et Tarek, on est aussi en train de commencer une sorte de collaboration avec l'équipe de Sébastien. Donc, on a prévu une réunion en mars. Le mars, le 2, je crois. Okay. Il y a des sujets, juste avant de terminer, il y a des sujets, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'étais hier avec le directeur scientifique de l'Institut Langevin, là au Langevin, qui est en train de réfléchir à un proposal pour un call européen pour tous les grands fournisseurs d'infrastructures de recherche, là, les synchrotrons, réacteurs nucléaires d'essai, etc. Les problématiques qu'ils veulent sortir, en fait, c'est dans un call sur tout ce qui est infrastructure AI for infrastructure et science, en fait. Alors, le projet, il l'appelle AI for science et innovation. Et moi, je verrai ce que ça donne, mais ça peut être intéressant qu'on collabore aussi sur ces sujets-là parce que je pense qu'il faut optimiser nos forces en parlant d'optimisation. Là, c'est des gros trucs, c'est pareil, hein, c'est que des problématiques de bombardement de rayons X ou de bombardement de neutrons pour faire du contrôle non destructif ou ce genre de choses, ou même de la biologie moléculaire, hein, comme il y a eu des essais là récemment pour mieux décrire la protéine spike du Covid avec du bombardement à rayons X. Dans le synchrotron. Tu vois, c'est des trucs, je ne savais même pas que ça existait. Et en fait, c'est assez enthousiasmant d'ailleurs comme sujet. Mais voilà, donc ils ont des problématiques d'optimisation et ils veulent définir une forme de méthodologie de justement comment mettre en place un plan d'expérience avant, parce qu'il y a des délais énormes hein, pour accéder à un labo de synchrotron, il faut s'y prendre 9 mois à l'avance. Et puis, une fois que tu es dans le labo, il ne faut pas niaiser, parce que l'instrumentation, si tu n'arrives pas au résultat que tu veux dans les quelques jours que tu as octroyé le plan, tu reprends rendez-vous pour dans 6 mois, 9 mois. Ah oui. Donc, voilà, on doit construire avec eux. On va se positionner, mais ça peut être intéressant. C'est un consortium qui est en cours de montage. Alors, bon, Dunkerque, ce n'est pas l'Europe. Hein. Si on fait systémique, ça fera franco-français. Mais on verra avec eux. Il y a des... Non, mais après, on a des partenaires européens aussi. Hein, c'est ça. Ça peut être intéressant qu'on réfléchisse. Le cas échéant, je te mettrai dans la boucle. Que ce soit en Allemagne ou au Danemark. Si travaillent sur le sujet. Je te recontacterai le cas échéant avec Jacob. C'est un peu le but aussi de montrer quelques techniques et puis de montrer un petit peu la méthodologie sur laquelle on s'y apprend sur des cas très concrets. Là, hein. C'est vraiment des recherches assez fixées par l'application et on essaye à chaque fois de définir un petit peu une méthodologie, comment s'y prendre pour que ça puisse servir à chaque fois. Oui, c'est ça. Donc, au contraire, hein, moi, je remercie beaucoup de l'invitation parce que ça a permis justement de montrer un peu ce qu'on peut faire. Très intéressant. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Bien, bon après-midi. Merci aussi. Merci, Jacob. Bon après-midi. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Sébastien. Merci encore.